Je pose la question sur l'efficacité très très simple et immédiate du cinéma. Ce à quoi je crois. C'est si par exemple le film suscite tout à coup un changement d'attitude ou tout à coup même de regard, le fait qu'on regarde la personne et que ça vous rappelle quelque chose, ben ça je trouve que c'est assez étonnant. Puisque moi ça s'est passé exactement comme ça, enfin si je suis tout à fait honnête. Un jour, j'ai commencé à regarder les gens qui vendaient ces paquis indiens, qui vendaient des choses aux devantures des cafés. Et quand vous les regardez, vous savez que de toute façon, ils ont vécu à peu près 3 ou 4 vies de plus que vous. Ils ont connu des choses que vous ne connaîtrez jamais. Bonjour. 2 € madame. À partir du moment où l'objectif c'est de nommer, de qualifier, de définir des gens qui sont ni définis, sans qualification et sans représentation, c'est à partir de ce moment-là, la dignité arrive. La dignité arrive, une espèce presque de position presque princière. J'avais beaucoup de gens de ma famille qui travaillaient dans le cinéma. Mon père s'appelait Michel Audiard, un scénariste non seulement connu, mais extrêmement populaire. Il appartient à une génération où le cinéma a été un ascenseur social très important. La France sort de l'occupation, tout ce truc-là, et disons qu'entre les années 45 et 50, beaucoup de gens qui avaient à voir avec l'écriture sont passés très facilement dans le cinéma, et beaucoup de gens se sont servis du cinéma pour réussir. Et mon père a toujours eu un rapport très simple avec le cinéma. C'était un métier pour lui, qui lui permettait de très très bien gagner sa vie. Mais c'était un métier. Son goût profond était beaucoup plus littéraire que cinématographique. Et donc, c'est ce qu'il m'a donné le plus en héritage. À partir de 14 ans, j'ai beaucoup plus de conversations autour de la littérature avec mon père qu'autour du cinéma. En fait, il ne me vient pas à l'esprit de faire des études de cinéma. Je pars sur des études très académiques, des études littéraires. Moi, finalement, mon ambition à l'époque, c'est d'être prof de lettres ou prof de philo. Le cinéma, c'est quelque chose qui vient peut-être un peu plus tard pour moi. En fait, ce moment où vous vous rendez compte que vous aviez une certaine idée du cinéma et que le cinéma pouvait être tout à fait autre chose. Par exemple, je me souviens d'une projection de Jolimet de Chris Marker à la Cinémathèque, où je suis assez jeune, je dois avoir 18 ans, un truc comme ça. Et je m'étais dit à ce moment-là, le cinéma, ça peut être ça aussi. Ça peut être cette chose-là où il va y avoir une voix off, il va y avoir de la musique, il va y avoir des images, ça va raconter la vie des gens. Et puis tout ça dans une forme quand même très, très, très forte, avec un montage extraordinaire. Il y a eu tout à coup, un cinéma est apparu qui m'a semblé soudain très, très proche de moi. Le cinéma allemand, les films de Wenders, et les films d'Herzog, et puis tous ces films du jeune cinéma américain, comme Honeymoon Killers, des films extraordinaires. Je sais qu'à l'époque, je continue encore un peu des études, mais un jour, pendant des vacances universitaires, une amie à l'époque était assistante monteuse, et elle me demande si ça m'amuserait de faire un stage au montage avec elle. Et là, ça a été une révélation. J'ai finalement arrêté mes études au bout d'un moment. J'ai commencé à travailler, être assistant monteur, et puis j'ai commencé à gagner ma vie comme assistant monteur. J'ai commencé à écrire des scénarios en 80-81. Mais ça m'avait marqué parce qu'on a écrit un film ensemble avec mon père qui s'appelait Mortelle Randonnée. En tant que scénariste, je commençais à m'ennuyer fermement. C'est un petit peu comme si je voulais jouer et que je manquais de gens pour jouer vraiment bien. C'est idiot, mais c'est ça. Et en fait, ça a été plus un concours de circonstances et un concours de rencontres. J'ai rencontré 2 amis, on a fait une maison de production ensemble. Et puis comme il fallait faire tourner cette maison de production, ben voilà, je suis passé à la réalisation. Mais c'est curieux parce que là aussi, c'est de passer dans une activité qui est nouvelle et qu'en fait, j'ai l'impression de connaître assez bien. C'est donc ce qui me fait dire que j'ai toujours perdu du temps ailleurs, que j'aurais dû faire ça plus tôt. C'était à la fin d'un film que j'ai fait qui s'appelle Un prophète. J'avais envie, je me dis, qu'est-ce que ça serait des gens qui seraient pris presque en otage dans une cité par des trucs interconfessionnels. Et d'ailleurs, j'avais fait un film qui s'appelait De rouillé d'os, Rust and Bone, qui était très volontairement scénarisé. On avait envie de faire un mélodrame où il y ait vraiment, vraiment beaucoup de couches, de couches narratives, d'action, de péripéties.
Et quand je suis sorti de ce film-là, j'avais naturellement envie d'un film qui soit très sous-écrit, où le scénario soit réduit à quelque chose d'assez simple. Les serre-têtes clignotants, je les avais, ces images-là, dans la tête, mais je n'arrivais pas à les raccorder. Et en fait, elles sont venues remplacer une image qui était une image très prosaïque, très plate. C'est une image que j'ai essayé de faire, c'est que pour moi, il montait dans le bateau au Sri Lanka, il fuyait, et là, comment Dipan regardait la côte, et il y avait des bombardements sur la côte, et ça faisait des éclats, des éclairs, comme ça. Et un jour, je me suis aperçu que entre les images des trucs qui clignotaient, et c'était la même chose, ça disait mieux, de manière moins littérale, ce que je voulais dire. Et que je trouvais que d'avoir tout à coup ces visages si beaux, cette image si dérisoire des serre-têtes clignotants et une musique si élevée, si empreinte de religieux, je trouvais que ça faisait quelque chose. Je désirais faire un film avec des personnages que je ne connaissais pas du tout. Alors ne pas connaître quelqu'un, c'est pour moi, c'est ne pas connaître sa langue, mais pas du tout, n'avoir strictement aucun rapport linguistique avec eux. Et une langue, ça n'est pas seulement un assemblage de mots, c'est pas un vocabulaire articulé par une grammaire, non, c'est aussi des attitudes physiques. C'est en travaillant avec le scénariste, avec Noé Debré, que Noé m'a parlé tout à coup de ce conflit sri-lankais, dont on avait été mais incroyablement peu informé en France. Toutes les informations, les images que j'ai pu avoir, c'était par la BBC. J'ai trouvé étonnant de ne pas être au courant de quelque chose comme ça qui s'était passé il y a si peu de temps. J'ai beaucoup aimé le fait d'aller vers quelque chose que j'ignorais complètement et d'avoir à faire l'effort de le comprendre. Et avoir affaire à d'autres physiques, à d'autres modes d'expression, à des vraies douleurs, parce que c'était les gens que j'ai pu voir de la communauté tamoule en France, c'est des gens qui ont été brisés. Famille Natarajan. Famille Natarajan. C'est presque un thème de remariage, avec cette fausse famille, l'idée de partir sur une fausse famille qui en devient une vraie. Je trouve le sujet assez beau, j'aime bien ça. இன்னொரு ஒரு அது நல்ல ஐடியா இருக்கா என்னால இனிமே வெயிட் பண்ண இயலாது. நான் லண்டன் போறேன் இந்த மச்சாள்ட வீட்டை. பிள்ளை கொண்டாங்க நான் என்ன அவளை கூட்டிக் கொண்டு போகணும்? C'est non seulement ils sont étrangers l'un et l'autre, mais en plus ils sont hostiles. C'est-à-dire que l'homme appartenait au tigre, c'est-à-dire une armée révolutionnaire, et elle était civile. Et tout le monde, les civils, ont eu à souffrir de tout dans cette. J'imagine que pour les tigres, les civils étaient des lâches. Anthony Jesuit-Hassan, qui joue Dipan, c'est, je pense, la première ou deuxième personne que j'ai vue en casting en France. Et quand vous faites du casting, que vous allez réaliser un film, vous ne pouvez pas penser de trouver la personne du premier coup. C'est inimaginable. Ça voudrait dire que Dieu existe, des choses comme ça. On sait, il n'existe pas. Et donc, il a fallu que j'en ai vu, je ne sais pas, combien d'autres. Et c'est seulement à la fin, je suis revenu à Anthony, que la vie d'Anthony Jesuit-Hassan était proche de Dipan. Alors ça, je l'ignorais complètement. Sans mes amis, t'es bête comme une chèvre. Sans mes amis, t'es du caca. T'es du caca. Sans mes amis... Et la petite fille, de toute façon, Claudine, c'est une petite Française. Je crois qu'elle est unique. Il n'y a qu'elle dans l'absolu qui puisse parler tamil, français, ce que vous voulez. Et j'ai eu la chance de la trouver à Paris. நீங்களும் எல்லாரும் மாதிரி எனக்கு உம்மா தாங்க. Kali, l'actrice qui joue Yalini dans le film, je ne trouvais pas de femme pour jouer ce rôle-là dans la communauté française. Le casting, Philippe Elkoubi est allé en Inde et l'a trouvé dans une compagnie de théâtre à Mumbai. இஞ்சு கணக்கு சிரிச்சா ஆக்கள் தாங்கள் சொல்றது விளங்கிக் கொள்ளல் என்றும் பகடி செய்யறதாயும் நினைச்சு கொள்றாங்க.
Ça peut paraître étrange, mais j'avais envie de quitter ma langue. J'avais envie de ne pas comprendre, de savoir ce que ça serait de entre guillemets, diriger quelqu'un dont je n'allais pas comprendre du tout ce qu'il me dit, et que lui comprendrait que la moitié de ce que je lui dis. Vous allez bien? Il fait beau. Et je trouve que c'est comme si ça prenait au pied de la lettre la métaphore de faire un film, c'est aller dans un territoire étranger. Voilà, c'est de le prendre au pied de la lettre. En revanche, ce qui était important, c'était de trouver les formes de ça. On n'est pas dans le documentaire, on n'est pas... Quelles sont les formes de cette chose-là? Quelle forme donner à ça? Il y a une chose frappante, c'est que le migrant, sauf quand c'est un enfant qui est mort sur une plage et qui tout à coup, on va l'appeler Ilan, il n'a pas de nom, il est anonyme. Pourquoi? Parce qu'il est clandestin. C'est ça qui m'intéressait, voilà. C'était donner un nom, d'essayer de lui prêter des bouts de comportement, des bouts de vie, des sentiments, et puis même, pourquoi pas, un inconscient. Et puis de se demander quand même, question qu'on se pose peu, la résilience est si facile que ça. On a été battus, torturés, on a été massacrés, on arrive ailleurs et ça y est, c'est terminé, on fait plus de cauchemars. On va manger normalement, je trouve ça, non, ça peut pas, ça, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Et voilà, c'était porter cette attention-là, avec les questionnements, et pas de réponse. Moi, je pense que mes indications s'arrêtaient à un certain moment, oui. Il y avait des choses que je voyais, c'était trop joué, trop ceci, trop cela, mais après... C'était aussi ce que je voulais, c'était des choses que je n'aurais jamais pu indiquer. Certains types de regards, cette façon de se toucher. On change de code. L'humour n'est pas le même, on ne va pas rire des mêmes choses de la même façon, comment l'ironie n'est pas la même. Est-ce qu'on la montre sa douleur, on la montre pas, sa peine, on la montre pas. Qu'est-ce que c'est que d'être dans un tout autre régime de pudeur, de sentiments? Ça, c'était eux. Mais à travers les indications que je pouvais, moi, leur donner, je les ai jamais sentis heurtés ou quoi que ce soit. Dipan et même sa fausse épouse ont un réel désir d'adaptation. Ils veulent s'adapter. Il est concierge dans cette cité, il a envie de balayer mieux que tout le monde les couloirs, il répare les ascenseurs naturellement. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Il s'aperçoit que l'hostilité est beaucoup plus grande. Et donc la chose va se transformer en champ de bataille. Bonjour. Au tout début, j'avais eu l'envie de faire un remake du film de Peckinpah, Straw Dogs. C'est sûr que si je dis Peckinpah, c'était un film de vigilante. Et qu'une chose aussi, c'est que je n'aime pas du tout le genre vigilante. Mais c'est comme si ce genre-là s'était perverti un petit peu, chemin faisant, et s'était déplacé. Dipan, c'est une histoire d'amour. C'est aussi bête que ça. C'est l'histoire d'un homme qui n'y croyait plus est à nouveau amoureux. Et que cet homme-là qui a pu, à un moment donné, se battre pour des frontières, se battre pour une langue, se battre pour une pensée, pour une liberté... et ben il va se battre juste pour son amour. J'avais envie que Dipan soit un film qui traverse les genres, en même temps que le personnage avance dans le film, que le ou les personnages avancent dans le film, et que leur vie se transforme dans le film. Et donc, comment c'est un film qui commence comme pourrait commencer un film de guerre sur les plages sri-lankaises. Après, c'est un film qui pourrait être presque un documentaire social sur les foyers, sur l'intégration des migrants ici, chez nous. Après, ils vont en banlieue. Alors, la banlieue est immédiatement repérable. C'est un genre en soi, le film de banlieue. Après, ça devient presque une espèce de comédie sociale entre eux. Et puis après, ça va devenir un film. Ça va verser dans le genre, dans le noir. Et en fait, je voulais que même le personnage le signifie un changement de genre. Le changement de genre, il tire un trait au milieu de la cité. Et le trait, ça dit tout simplement, au-delà de cette limite, le film va changer de genre. Il intègre lui-même ce que va être la forme dans son action. No fais sol! Plus passer!
Ici. No file zone. J'avais envie de changer mon environnement de technicien. Ma chef opératrice, c'est une jeune femme, elle s'appelle Éponine Momenceau. C'est son premier film. Elle a eu 30 ans sur le film. Et que ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, ce que j'ai vu d'elle, en même temps qu'elle finissait l'école de cinéma, elle faisait des films qui étaient exposés dans les galeries, au musée d'art moderne, des choses comme ça. Et j'aimais beaucoup cette idée d'une personne, d'abord jeune, pas forcément expérimentée, et qui déjà est dans une autre idée du cinéma, dans un autre usage du cinéma. Voilà, c'est que j'avais envie de travailler avec d'autres gens, qu'on soit tous au même niveau, qu'on ait le sentiment de ne pas tout savoir tout le temps, que le film se fasse comme ça, comme agrégation de savoir, mais aussi de lacunes. Qu'on cherche en même temps, qu'on n'ait pas l'air de pro, super pro. Le rêve de l'éléphant, c'était juste des espèces d'images qui me traversaient la tête, dont j'avais envie. C'est pas moi qui les ai filmés, c'est la chef opératrice qui les a filmés, c'est Éponine Momenceau. Et en fait, je pense qu'elle les a filmés mieux que je ne les aurais filmés moi. C'est un drone, on a fait ça avec un petit drone. On partait de l'individu, puis 2 personnes, 3 personnes, hop, le collectif, les bâtiments, hop, on passe. Mais il avait du sens. À ce moment-là, pour la place qu'avait commencé à prendre Dipan au sein de cette collectivité. Je voulais en fait que cette cité soit faite de 2 corps de bâtiments qui soient en observation, enfin comme un panoptique que l'on puisse voir depuis la loge ce qui se passe en face. Et donc, par les fenêtres, c'est comme une reprise, un surcadrage en cinémascope de la cour et de ce qui se passe dedans. Des deals, de je ne sais pas quoi. D'ailleurs, c'est un peu mystérieux ce qui se passe dedans, on ne sait pas trop. Au regard de la difficulté que c'est pour moi de tourner des scènes de violence, je suis obligé de m'interroger pourquoi je continue, même si ça a une fonction, dans ma conception, dans la conception que j'ai du cinéma. Franchement, je n'aime pas filmer ces scènes-là. Elles me sont pénibles, elles sont difficiles pour plein de raisons. Et en fait, je crois que c'est ma façon à moi d'interroger la fiction. Je dois avoir ce besoin, à un moment donné, d'interroger le film et le spectateur, de lui dire, voilà, est-ce que tu m'accompagnes jusque-là? Est-ce qu'on va jusque-là ou pas? L'éruption de la violence, c'était plus suggéré que montré, tout simplement. Avec cette chose de monter dans les étages comme il grimperait dans une tour pour aller délivrer sa bien-aimée. Je prends le bas du corps et je l'accompagne d'étage en étage et je ne vois que les conséquences de ses actions. Là-dessus, on met de la brume, enfin on met de la fumée, on fait travailler un petit peu les effets spéciaux pour avoir des flammes et voilà. J'avais envie de ce truc de durée, d'implacabilité. Au tout début du projet, dans sa naissance, c'était de se dire que à la fin du film, notre héros vivra, mais sur un autre mode, dans un autre régime. Un épisode de guerre qui sera celui auquel nous n'avons pas assisté. Mais ce coup-ci a d'autres fins. D'abord pour un pays, une cause que vous voulez, et là pour l'amour. J'imagine qu'il y a perdu sa famille, sa femme, tous ses amours, ses amis. C'est quelqu'un qui est épuisé. Épuisé par ça, épuisé par un voyage, épuisé par ce qui est comme une déportation pour lui. Et donc, ce qu'il regagne là, il va le défendre, il va le défendre avec ses armes à lui. L'épilogue à la fin, je pense que cet homme a tellement changé. Il laisse tomber la carapace, ses armes, tout, et il va dans le rêve de la femme qu'il aime, qui est quand même beaucoup mieux que le sien, de toute façon. La fin est heureuse, oui, bien sûr.
Dans des versions ultérieures du scénario, ça se terminait dans la cité. À un moment donné, je sais pas, je souhaite le meilleur pour les personnages, les fins tragiques, c'est toujours un peu par défaut. Alors je préfère, c'est peut-être forcé, c'est peut-être mélodramatique, mais voilà, j'avais envie qu'ils soient ailleurs, qu'ils soient heureux, qu'ils s'aiment, et qu'en plus, ça c'est venu vraiment au tout dernier moment, qu'ils aient un enfant, en plus. Je poussais loin le bouchon, mais j'avais envie de ça, voilà, j'avais envie de ça. Et c'est très curieux, parce que j'ai eu très longtemps cette image de la main de la femme dans les cheveux de l'homme, comme ça à la fin. Comme si elle caressait une herbe de rue.